Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre premier numéro, les 10 minutes du management, le parcours de Kangam. En parlant de Kangam, nous recevons aujourd'hui un expert en gestion des ressources humaines et en management des organisations, directeur général du cabinet Dynamique Conseil, M. Cherngom. Bonjour, M. Ngom. Bonjour, papa. M. Ngom, nous allons aborder notre premier sujet sur le management dans le contexte africain. C'est quoi le management? Alors, pris au sens large, le management signifie piloter une organisation. Mais souvent, on a une autre utilisation qui est au sens strict, où on parle de gestion de... C'est la raison pour laquelle on parle de la gestion des ressources humaines, la gestion marketing, la gestion des finances. Mais si on voulait avoir une définition qui soit aujourd'hui usuelle, on dirait simplement que le management, c'est une démarche rationnelle par laquelle on va combiner des ressources humaines, physiques et financières qui sont coordonnées vers l'atteinte d'un objectif. Et dans ce sens, le management va alors servir non seulement de créer une culture d'entreprise, mais aussi va permettre de véhiculer une vision, de véhiculer une philosophie et souvent, dans certains cas, de véhiculer une personnalité. Donc voilà une définition qu'on pouvait retenir. Donc, est-ce pour dire que le management est influencé par la culture? Si on considère la culture comme étant un ensemble de pensées, d'agir, de faire, qui soit souvent formalisé ou non, ma réponse est oui. Et je vais donner un exemple ou des exemples simples. Aujourd'hui en Afrique, la manière dont nous exerçons cette fonction de management est très influencée par certaines caractéristiques qui sont purement de chez nous. Exemple, la primauté de la communauté. On donne une place très importante aujourd'hui à la communauté. On a aussi souvent la place des aînés. Donc la hiérarchie sociale, il faut respecter les aînés, il faut respecter les anciens, etc. On a aussi la place de la spiritualité dans ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique. Ceux-là qui détiennent ce pouvoir-là souvent mystique, ce pouvoir-là souvent qui fait qu'on a une sorte d'espoir, rien qu'en ayant voir quelqu'un en recourant à certaines pratiques. C'est des pratiques qui sont de chez nous et je peux en citer d'autres qui font que, au final, le comportement que nous avons en société est largement influencé, impacté justement par toutes ces caractéristiques africaines et donc vont avoir un impact sur ce que le management va faire. Donc oui, on peut affirmer que la culture influence le management et ça, on pourra y revenir. Donc, dans ce cas, peut-on parler de l'existence d'un modèle de management africain? Pour moi, parler de management africain reviendrait à déjà aller dans la compréhension de ces valeurs, de ces cultures, de ces pratiques, de ces us qui sont des caractéristiques propres au continent africain. Donc aujourd'hui, quand on est un manager en Afrique, il y a certaines caractéristiques qu'on ne retrouve pas peut-être dans d'autres pays. Si on prend ce que fait le manager dans l'entreprise africaine aujourd'hui, il y a certaines influences africaines, donc culturelles africaines, qui vont faire que ce qu'il va faire va être influencé et impacté par la vision que les acteurs ont de la finalité de l'entreprise, de la finalité de l'action humaine. Et donc, à partir de ce moment-là, si on considère que chez nous, généralement, quand on travaille, on a un salaire. Mais le salaire n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais c'est aussi une façon d'avoir un certain rang social, une façon d'être considéré dans la société. Et même au-delà, même parfois, le salaire nous permet de rembourser cette dette sociale qu'on a envers la société et donc qui nous permet de façon psychologique d'être en sécurité parce qu'on sera protégé par le groupe, donc on est dans un ensemble. Et donc à partir de ce moment-là, tout ce que fera le manager va être influencé par ces pratiques. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans certains cas, ou dans beaucoup de cas d'ailleurs, on a des managers qui
à travers cette fonction de management, vont accéder à un certain rang social, déjà. C'est des personnes qui vont tout faire pour avoir de très bonnes relations avec la hiérarchie, avec les autres personnels de l'entreprise. Et ça va même au-delà, parce que ça va primer parfois sur la nécessité de faire des résultats, la nécessité de se réaliser et donc d'atteindre des objectifs. Donc, ce besoin-là de relations, d'amitié, d'appartenir à une communauté, prime souvent chez nous sur ce devoir-là d'œuvrer pour la performance de l'entreprise, etc. Donc, vu sous cet angle-là, il y a un management qu'on pourrait appeler management africain. Merci, M. Ngom. Parlons du Sénégal en particulier. Aujourd'hui, si nous prenons quelques exemples, à titre d'exemple, quelques chefs d'entreprise, je vais nommer Serigne Mboup de CCBM, je vais nommer Abdoulaye Dia de Sénico, je vais nommer Cheikh Mbacké Seye de Touba Gaz. Ils ont quitté l'informel pour aujourd'hui défier tous les pronostics, défier l'usure du temps, et pourtant ils n'ont jamais fait des écoles de management. Selon vous, est-ce qu'il faut être un diplômé en management? Est-ce qu'il faut apprendre le management pour devenir un chef d'entreprise? Il faudra qu'on essaie de clarifier quelque chose. C'est que l'entreprise, dans une économie capitaliste, a pour finalité de faire du résultat. Donc, les entreprises doivent veiller à d'abord conserver donc, leur survie, leur développement, et donc ont des exigences de rentabilité. Toutes les entreprises. Donc, si on parle de ce postulat-là, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelles que soient les caractéristiques de l'entreprise, les managers ont un même rôle, c'est-à-dire de faire en sorte que les ressources qu'on a placées sous leur responsabilité soient utilisées de la manière la plus efficiente possible pour atteindre des objectifs. Donc, si on part de ce postulat-là, les personnes que vous avez citées rentrent dans ce cadre-là formel du management. Mais la spécificité de ces personnes que vous venez de citer, et c'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité du management en Afrique, c'est que les influences culturelles vont avoir un impact très important sur leur style de prise de décision, mais aussi d'administration des hommes. On prend un exemple. Si aujourd'hui on prend le cas de ces personnes que vous venez de citer, c'est des personnes qui d'abord sont vues comme étant des personnes qui sont utiles pour la société, des personnes qui œuvrent pour le bien commun, c'est des personnes souvent qui sont très altruistes, ce sont des personnes généralement qui sont humbles, qui sont généreux. Et donc par conséquent, toutes ces personnes-là qui travaillent dans ces entreprises ont d'abord comme référence le patron même. Et que donc, toute la capacité aussi bien de motivation, d'engagement pour l'entreprise, etc., tourne autour de ces personnes et donc de leur personnalité. Et cela signifie quoi? Cela signifie que ces personnes que vous venez de citer ont cette capacité-là d'embarquer les autres, ont cette capacité-là de mobiliser. Par exemple, si on prend à titre de comparaison, quand vous allez dans les entreprises occidentales, le manager, il est plus individualiste. C'est quelqu'un qui souvent fait un focus sur ses résultats, sur sa carrière, ses ambitions, sur ses responsabilités. Alors que dans le cas de ces personnes que vous venez de citer, on est plus dans un rôle d'un chef de famille, d'un père de famille, comme dit Bourgoin. L'entreprise africaine doit être d'abord vue sous l'angle d'un village, pour lui donner toute cette dimension affective et communautaire. Donc, ces managers-là ont fait ce qu'il fallait faire pour élever au rang de grandes entreprises actuellement. Mais il y a une nuance qu'il faudra peut-être apporter. C'est qu'à partir du moment où l'entreprise atteint une certaine taille, ou que l'entreprise africaine rentre dans la filialisation, donc ça veut dire rentre dans le giron d'une multinationale, les pratiques de management restent les mêmes qu'en Occident. Ça veut dire que les styles de prise de décision sont les mêmes qu'en Occident. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces personnes-là, aujourd'hui, arrivées à un certain stade, sont obligées d'aller chercher
des managers, souvent des jeunes qui sont bien formés dans les grandes écoles de management, et donc qui vont leur confier ce rôle-là de management, d'orchestration, et eux, leur rôle va devenir maintenant de veiller à ce que vont faire ces jeunes-là rentre en parfaite harmonie avec nos valeurs, donc avec nos influences culturelles, et donc veiller à ce qu'il y ait équilibre. Comment Sénico va rentrer dans le giron de ces grandes entreprises modernes tout en gardant un soubassement culturel sénégalais incarné par son chef. Donc, quand l'entreprise grandit, généralement, on change de registre en termes de management. On rentre souvent dans des styles qui se rapprochent à ce qu'on voit dans les pays occidentaux. Je vais faire la transition en employant l'expression populaire le bawol-bawol. On dit souvent en management qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il n'y a que des vérités relatives. Pensez-vous pas qu'aujourd'hui, c'est le moment de tester le modèle bawol-bawol, surtout avec les écoles de commerce et de formation? Bon, moi-même étant bawol-bawol, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais il faut savoir, et là c'est pour être un peu en phase avec votre question, il faut savoir que quand on parle de management, très souvent, on parle de science, on parle d'art. La science relève de ce qui est de l'ordre du calcul, de la prise de décision cohérente dans souvent un environnement très statique. Manager relève plutôt de l'ordre de la créativité. C'est rechercher des solutions, le refus des règles établies, chercher des solutions sur des problèmes où souvent même, dans les données du problème même, on n'a pas la solution. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de ces sentiers battus-là. Et à partir de ce moment-là, c'est justement le moment de se poser cette question-là. Est-ce qu'il ne faudra pas essayer des modèles qui sont des modèles qui marchent, notamment le modèle bawol-bawol, mais il y en a d'autres. Il y a les Njambo, il y a les Saloum, etc. Mais c'est de dire que si ces personnes-là, finalement, qui n'ont pas fréquenté de grandes écoles de commerce, qui n'ont pas été formées sur des méthodes classiques, outils classiques du management, si ces personnes-là arrivent à trouver des solutions, à mettre en place des modèles qui marchent, parce que ce modèle dont vous parlez, bawol-bawol, c'est un modèle qui marche. Donc ça veut dire que manager, ce n'est pas forcément rester dans l'ordre de la science, de ces choses-là qui sont formées. Il faut sortir justement de ces sentiers battus. Et à partir de ce moment-là, oui, pour moi, ce serait intéressant aujourd'hui que nos jeunes soient sensibilisés justement sur ces modèles qui ont fonctionné. On a beau dans les grandes écoles, moi-même j'ai été formateur dans des grandes écoles de commerce, et il y a une école en particulier où la première fois que je suis rentré, j'ai trouvé une photo d'un marabout sénégalais, et en bas on a inscrit le culture du travail. Et je me suis retourné, j'ai vu sur une pancarte, on avait mis un poème, et en bas, c'était signé d'un grand marabout aussi, donc qui était une lettre qu'il a adressée à son jeune frère pour lui donner des conseils sur le comportement que devait avoir un étudiant. Et donc, je pense que si on revisite justement ces modèles-là, ces écrits-là, on peut les mettre en harmonie avec ce qu'on a comme enseignement classique. L'idée derrière, c'est de montrer aux jeunes qu'aujourd'hui, vous pouvez réussir, vous pouvez être de grands cadres d'entreprise, vous pouvez être de grands managers, pas parce que vous avez réussi à faire des études dans des grandes écoles de commerce, mais tout simplement en vous référant à des modèles qui sont bien de chez nous, qui sont issus de notre éducation, et donc qui sont beaucoup plus faciles à assimiler. Ça aussi, c'est un aspect qui est extrêmement important. Généralement, on nous donne des théories, mais comme ce sont des théories qui ne sont pas de chez nous, généralement, notre capacité d'appropriation est beaucoup plus lente que si c'était des modèles. C'est plus facile de dire à votre fils, ton grand-père, il avait un cheval, et de là à là, il faisait tant de minutes pour aller chercher à manger, pour ramener à la maison, pour qu'on puisse être dans de bonnes conditions. Ce message-là, ça lui parle. Que si vous lui dites, bon, je sais pas, le roi Napoléon qui avait son cheval, etc. Donc, pour moi, oui,
il est important de le faire. Par contre, là où peut-être il faudra qu'on fasse un effort, en tout cas ceux qui sont détenteurs de ces pouvoirs-là ou de ces savoirs-là, c'est dans l'écrit. En Afrique, on n'écrit pas beaucoup. Quand vous allez dans le pays occidental, tout ce que vous avez appris à l'école, ce sont des personnes qui se sont mis à réfléchir et qui ont écrit des livres où vous avez le résumé, l'économie le fruit de leur réflexion et qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que les chercheurs, les praticiens se mettent à écrire, à faire des recherches sur des modèles de management en Afrique qui ont fonctionné et les valident scientifiquement et donc les introduisent dans les enseignements dans les grandes écoles. Ça, je pense que si on arrive à le faire aujourd'hui, on pourra non seulement avoir des managers qui sont très ouverts sur le monde, mais qui sont aussi très centrés sur les valeurs culturelles africaines. Et je pense que de plus en plus, on ira vers des modèles où, quand un manager, comme le disait Henri Mintzberg, il a écrit un livre qu'il appelait « Des managers des vrais, pas des MBA ». L'idée, c'était de dire, il ne faut pas qu'on vende aux jeunes des MBA, il faut qu'on leur vende un style de management adapté à un contexte, à une culture. Et je pense qu'il est temps qu'on aille vers ce modèle-là. Voilà, je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Cheikh Ngom, expert en gestion des ressources humaines et en management des organisations, directeur général du cabinet Dynamique Conseil. M. Ngom, votre mot de la fin. Vous remerciant pour l'honneur que vous me faites pour ce premier numéro. J'espère que tout ce qu'on s'est dit ici va en tout cas servir de point de départ à une réflexion beaucoup plus approfondie. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit tout simplement que chacun justement s'y mette. Et je pense que cette opportunité-là que vous offrez peut contribuer justement à déclencher cette réflexion. Et donc, je vous remercie d'être venu nous voir. Réalisation et production Mandarga, diffusion seneweb.com. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro et un autre Kangam. À très bientôt.